Deux pays voisins, une frontière fermée et une rivalité qui dure depuis plus de 60 ans. Le Maroc et l'Algérie partagent une histoire, une culture et une proximité géographique évidente. Pourtant, aujourd'hui, leurs relations politiques comptent parmi les plus tendues du Maghreb. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette histoire ne commence pas en 2021. Elle ne commence même pas avec la crise du Sahara occidental. Pour comprendre pourquoi Rabat et Alger se sont progressivement éloignés, il faut remonter à une époque où les deux pays venaient à peine de retrouver leur indépendance. Car derrière cette rivalité se cache une question fondamentale. Où devait exactement passer la frontière entre deux États nouvellement indépendants ? Et cette question, qui semblait au départ pouvoir être réglée par la diplomatie, allait contribuer à provoquer le premier affrontement armé entre les deux pays. Pendant des siècles, le Maghreb n'a pas été divisé selon les frontières que nous connaissons aujourd'hui. Les territoires ont été contrôlés par différentes dynasties, différents pouvoirs et différentes autorités. Les frontières pouvaient évoluer, les populations circulaient, les commerçants traversaient les régions. Et surtout, l'idée moderne d'un État-nation avec une frontière parfaitement définie était encore très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Le Maroc possédait son propre sultanat. Plus à l'est, le territoire correspondant à l'Algérie allait connaître une histoire complètement différente. En 1830, la France commence la conquête d'Alger. Puis, au cours des décennies suivantes, la présence française s'étend progressivement sur une grande partie du territoire algérien. Cette différence est essentielle, car lorsque le Maroc et l'Algérie deviennent indépendants, ils n'héritent pas simplement de deux États voisins. Ils héritent aussi de deux expériences coloniales très différentes. La colonisation française transforme profondément la carte politique du Maghreb. Des limites administratives sont établies. Certaines frontières sont déplacées ou redéfinies. Des territoires auparavant organisés selon des logiques locales sont intégrés à l'administration coloniale française. Pendant cette période, la question de savoir où se trouve exactement la frontière entre le Maroc et l'Algérie devient donc progressivement plus complexe. Mais tant que les deux territoires restent sous des systèmes de domination coloniale, la question ne possède pas encore la même dimension politique. Tout change avec les indépendances. Le Maroc devient indépendant en 1956. L'Algérie devient indépendante en 1962, après une guerre de libération qui a profondément marqué la société algérienne. Deux nouveaux États apparaissent, et avec leur indépendance vient une question qui ne peut plus être évitée. Quelles frontières doivent-ils reconnaître ? Du côté marocain, certaines revendications territoriales reposent notamment sur l'idée que les frontières coloniales ne sentaient pas nécessairement les liens historiques entre le sultanat marocain et certaines régions. Du côté algérien, le nouveau pouvoir défend une position différente. Pour Alger, remettre en cause les frontières héritées de la colonisation pourrait ouvrir la porte à une multitude de conflits territoriaux à travers l'Afrique. Le principe défendu par de nombreux États africains est donc celui de la préservation des frontières héritées de l'indépendance. Cette opposition entre deux conceptions va rapidement devenir explosive. Et en 1963, les tensions atteignent leur point critique. Un an seulement après l'indépendance de l'Algérie, des affrontements éclatent entre les forces marocaines et algériennes. L'histoire retiendra cet épisode sous le nom de guerre des sables. Le conflit se concentre principalement dans les régions frontalières du sud-ouest algérien. Les combats restent relativement courts, mais leur impact politique est beaucoup plus durable. Pour la première fois, deux États maghrébins nouvellement indépendants s'affrontent militairement. Et ce conflit laisse derrière lui quelque chose de beaucoup plus difficile à réparer qu'une frontière contestée, la méfiance. Le conflit prend fin grâce à une médiation africaine et à des discussions entre les deux parties. Mais même après la fin des combats, le problème territorial n'est pas totalement effacé. La relation entre Rabat et Alger vient de changer de nature. Les deux gouvernements savent désormais qu'ils peuvent devenir des rivaux. Et surtout, chacun commence à regarder les mouvements de l'autre avec davantage de suspicion. Il faut également comprendre le contexte régional. Le Maroc et l'Algérie ne sont pas deux petits États sans influence. Ils sont les deux grandes puissances du Maghreb occidental. Le Maroc possède une position stratégique entre l'Atlantique, la Méditerranée et l'Afrique. L'Algérie possède un territoire immense, une importante profondeur stratégique et d'importantes ressources énergétiques. Les deux pays veulent jouer un rôle majeur dans leur région. Mais ils ne défendent pas toujours les mêmes visions politiques. Et après la guerre des sables, cette compétition va progressivement s'étendre à d'autres dossiers. Le conflit frontalier n'est donc pas la fin de l'histoire.
c'est le début d'une rivalité beaucoup plus large. Au début des années 1970, une nouvelle question apparaît au centre de la politique nord-africaine. Cette fois, il ne s'agit plus directement de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Il s'agit d'un territoire situé à l'ouest de l'Algérie, sur la façade atlantique, le Sahara occidental. À cette époque, le territoire est encore administré par l'Espagne. Mais l'Espagne prépare son départ. Et lorsque la puissance coloniale se retire, une question devient urgente. Qui contrôlera le territoire après le départ espagnol ? Le Maroc revendique le Sahara occidental. La Mauritanie possède également des revendications sur une partie du territoire. Et un mouvement indépendantiste sahraoui, le Front Polisario, réclame l'indépendance. L'Algérie va progressivement soutenir cette dernière position. À partir de là, la rivalité entre Rabat et Alger entre dans une nouvelle dimension. Pour comprendre pourquoi le Sahara occidental est si important, il faut comprendre pourquoi ce territoire compte autant pour le Maroc. Le Sahara occidental représente un territoire immense, mais sa valeur ne se limite pas à sa superficie. Il possède une longue façade atlantique. Il dispose de ressources naturelles et de zones de pêche importantes. Il possède également une position géographique stratégique. Mais surtout pour le Maroc, la question devient progressivement une affaire d'intégrité territoriale. Le Sahara occupe alors une place centrale dans le récit national marocain. Pour le Front Polisario et ses soutiens, la question est différente. Ils considèrent le territoire comme un territoire non autonome dont le peuple doit pouvoir déterminer le statut. L'Algérie adopte cette position et soutient le Polisario. Et c'est ici que les chemins du Maroc et de l'Algérie commencent à diverger encore davantage. En 1975, un événement majeur bouleverse la situation. Le Maroc organise la Marche verte. Des centaines de milliers de Marocains participent à cette mobilisation vers le Sahara occidental. Pour le Maroc, l'événement devient un symbole majeur de la revendication du territoire. La même année, l'Espagne conclut les accords de Madrid et quitte progressivement le Sahara occidental. Le territoire est alors partagé entre le Maroc et la Mauritanie. Mais le Front Polisario refuse cette situation. La guerre commence. Le Polisario combat les forces marocaines et mauritaniennes. L'Algérie soutient le mouvement sahraoui. Et la rivalité maroco-algérienne prend alors une nouvelle forme. Les deux pays ne s'affrontent pas directement comme en 1963, mais ils soutiennent désormais des positions opposées dans un conflit régional. À partir de cette période, le Sahara occidental devient progressivement le principal point de confrontation entre Rabat et Alger. Pour le Maroc, le soutien algérien au Polisario représente une menace stratégique. Pour l'Algérie, soutenir le principe d'autodétermination sahraoui est présenté comme une position de politique étrangère fondée sur la décolonisation. Mais derrière les principes, il existe également une compétition géopolitique, car le Maroc et l'Algérie tendent tous deux à exercer une influence majeure sur le Maghreb. Le problème devient donc extrêmement difficile à résoudre. Chaque avancée de l'un est potentiellement perçue comme un recul par l'autre, et pendant ce temps, le conflit continue. Au fil des années, le problème du Sahara occidental ne reste plus limité à un territoire désertique. Il commence à influencer les relations entre les deux capitales. Chaque gouvernement observe les alliances de l'autre. Les déclarations diplomatiques deviennent plus importantes. Les relations militaires deviennent un élément de comparaison. Et les deux pays commencent à développer des politiques régionales qui peuvent parfois se retrouver en concurrence. Pour les populations, cette rivalité peut sembler incompréhensible. Après tout, la distance entre certaines villes marocaines et algériennes est parfois relativement faible. Les cultures sont proches, les langues se ressemblent, l'histoire est connectée. Mais la géopolitique ne fonctionne pas seulement avec la proximité culturelle, elle fonctionne aussi avec les intérêts stratégiques, la sécurité et la perception des menaces. Et depuis 1963, une chose s'est progressivement installée entre Rabat et Alger, la peur que l'autre ne devienne trop puissant. En 1994, la frontière entre le Maroc et l'Algérie se ferme. À l'époque, beaucoup auraient alors pu penser qu'il s'agissait d'une crise temporaire. Quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, mais personne ne pouvait savoir que cette fermeture allait devenir l'un des symboles les plus durables de la rivalité entre les deux pays.
En août 1994, un attentat a été commis à Marrakech. Les autorités marocaines soupçonnent notamment des ressortissants algériens d'être impliqués et imposent de nouvelles mesures concernant les ressortissants algériens entrant au Maroc. Alger réagit en imposant à son tour des mesures. La tension monte rapidement. Puis l'Algérie décide de fermer sa frontière terrestre avec le Maroc. À partir de ce moment, une situation exceptionnelle s'installe. Deux pays voisins, une longue frontière commune, mais presque plus de circulation terrestre entre eux, et surtout aucun règlement rapide du problème. La frontière reste fermée, année après année. Pour les gouvernements, une frontière fermée peut être une décision politique ou sécuritaire. Pour les populations, les conséquences pour net sont différentes. De part et d'autre de la frontière vivent des populations qui partagent des traditions, des dialectes proches et une histoire régionale commune. Certaines familles ont des liens des deux côtés. Des communautés ont historiquement circulé dans cette région. Mais désormais, le passage terrestre devient impossible. La frontière n'efface pas les liens humains. Elle les rend simplement beaucoup plus difficiles à entretenir. Et c'est précisément ce qui rend cette situation si paradoxale. Le Maroc et l'Algérie sont suffisamment proches pour avoir des intérêts communs considérables, mais suffisamment méfiants pour maintenir l'une des frontières les plus difficiles à franchir du Maghreb. Pendant ce temps, le Sahara reste sans solution. Depuis le cessez-le-feu de 1991, le conflit n'est plus comparable à la guerre des années précédentes. Une mission des Nations Unies, la MINURSO, est déployée. L'objectif est notamment de contribuer à la mise en œuvre du processus de règlement, mais le désaccord fondamental reste entier. Le Maroc défend une solution basée sur l'autonomie du territoire sous souveraineté marocaine. Le Front Polisario continue de revendiquer le droit à l'autodétermination et l'indépendance, et l'Algérie soutient le Polisario. Cette opposition devient progressivement le cœur de la rivalité entre les deux pays. Au Maroc, le Sahara occidental n'est pas présenté simplement comme un dossier de politique étrangère. Il est devenu une question centrale de l'identité nationale et de l'intégrité territoriale. Le conflit a donc une dimension émotionnelle et politique extrêmement forte. Pour les autorités marocaines, accepter une solution considérée comme remettant en cause la souveraineté du Maroc sur le territoire serait une concession majeure. C'est pourquoi Rabat insiste depuis des années sur son plan d'autonomie. L'idée est de conserver la souveraineté marocaine tout en accordant au territoire une forme d'autonomie. Mais le Polisario et l'Algérie ne considèrent pas cette solution comme suffisante. Ils défendent une autre approche. Et c'est précisément là que le problème devient presque impossible à résoudre. Du côté algérien, le dossier est présenté différemment. Alger affirme soutenir le principe d'autodétermination du peuple sahraoui. Dans cette lecture, le Sahara occidental reste une question de décolonisation dont le statut final doit être déterminé par les Sahraouis. Mais cette position possède également une dimension géopolitique. Le Maroc et l'Algérie sont en compétition pour l'influence régionale, et le Sahara est devenu le principal terrain de cette compétition. C'est pourquoi certains analystes décrivent parfois les relations entre les deux pays comme une guerre froide maghrébine. Pas une guerre ouverte, mais une compétition permanente, diplomatique, militaire, économique et stratégique. Au XXIe siècle, cette compétition dépasse progressivement les frontières du Maghreb. Le Maroc cherche à renforcer ses relations économiques et diplomatiques avec l'Afrique subsaharienne. Des banques et entreprises marocaines se développent sur le continent. Rabat renforce également ses relations avec de nombreux États africains. En 2017, le Maroc réintègre officiellement l'Union africaine après plusieurs décennies d'absence. L'Algérie possède de son côté une longue tradition diplomatique en Afrique. Son histoire de soutien au mouvement de libération et son poids géographique et énergétique lui donnent une influence importante. Les deux pays ont donc des ambitions régionales, et lorsqu'ils défendent des positions différentes sur le Sahara, leurs rivalités peuvent se retrouver dans les institutions et les relations diplomatiques africaines. Il serait pourtant trop simple de dire que tout le problème entre les deux pays se résume au Sahara occidental. D'autres questions entrent progressivement en jeu. La sécurité régionale, les alliances militaires, les relations avec les grandes puissances, l'énergie, l'influence économique et même la manière dont chacun imagine l'avenir du Maghreb. Le Maroc développe des partenariats étroits avec l'Europe et les États-Unis.
L'Algérie conserve notamment une relation militaire importante avec la Russie. Les deux États disposent également de forces armées importantes à l'échelle régionale. La méfiance devient donc progressivement multidimensionnelle. Ce n'est plus seulement qui contrôle quel territoire, c'est aussi quelle puissance doit avoir le plus d'influence en Afrique du Nord. Au cours des années 2000, les relations ne sont pas toujours au bord de la rupture. Il existe des périodes de dialogue. Les relations diplomatiques sont maintenues. Les deux pays continuent d'exister dans les mêmes organisations régionales et internationales. Mais la confiance reste faible. Et surtout, aucun des grands dossiers n'est réellement réglé. La frontière reste fermée. Le Sahara reste contesté. La compétition régionale continue. Cela crée une situation particulière. Il n'y a pas nécessairement de crise spectaculaire chaque année. Mais le problème ne disparaît jamais. Il reste en arrière-plan, comme une tension permanente, et parfois, il suffit d'un nouvel événement pour la faire remonter brutalement. Puis arrive 2020. Cette année marque un tournant majeur. Les États-Unis annoncent leur reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Cette décision intervient dans le cadre de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Le Maroc rejoint alors les pays arabes ayant établi ou normalisé leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Pour Rabat, la reconnaissance américaine représente une avancée diplomatique majeure sur le dossier du Sahara. Mais pour Alger, cette évolution est extrêmement préoccupante, car elle intervient dans un contexte où le Maroc développe également ses relations avec Israël. Et c'est ici qu'un nouveau facteur entre dans la rivalité maroco-algérienne, la sécurité. En décembre 2020, le Maroc et Israël annoncent officiellement la normalisation de leurs relations dans le cadre d'un accord soutenu par Washington. Le Maroc obtient en parallèle la reconnaissance américaine de sa position sur le Sahara occidental. Cette décision ne règle évidemment pas le conflit, mais elle modifie l'équilibre diplomatique. Rabat dispose désormais d'un soutien américain explicite sur le dossier, et ses relations avec Israël ouvrent également de nouvelles possibilités économiques, technologiques et sécuritaires. Pour Alger, ce rapprochement représente une évolution particulièrement sensible. Le gouvernement algérien considère que l'introduction d'Israël dans les équilibres du Maghreb peut avoir des conséquences sur la sécurité régionale. Les tensions augmentent, puis arrive l'année qui va transformer la crise en rupture officielle, 2021. Les relations entre les deux pays sont déjà extrêmement mauvaises. Mais au cours de l'année, les accusations réciproques se multiplient. Alger accuse notamment Rabat de mener des actions hostiles. Le Maroc rejette ces accusations. La situation se détériore rapidement. Et en août 2021, l'Algérie annonce officiellement la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc. La décision marque un tournant. Depuis plusieurs décennies, les deux pays avaient connu des crises, des tensions, des périodes de méfiance. Mais désormais, ils n'ont même plus de relations diplomatiques normales. La rivalité entre les deux capitales devient officielle. Il faut cependant faire une distinction essentielle. Une rupture diplomatique n'est pas automatiquement une déclaration de guerre. Les deux pays ne sont pas entrés dans une guerre ouverte. Mais la rupture signifie que les canaux diplomatiques officiels sont profondément dégradés. Et les conséquences ne s'arrêtent pas à la politique. Les échanges, les transports, les relations énergétiques, l'espace aérien, les déplacements. Tout devient progressivement influencé par la rivalité. L'énergie devient alors un nouvel élément de la confrontation. Pendant des années, un gazoduc reliant l'Algérie à l'Espagne traversait le territoire marocain. Mais après la rupture des relations, Alger décide de ne pas renouveler le fonctionnement de ce corridor dans les mêmes conditions. Le gazoduc Maghreb-Europe cesse ainsi d'être utilisé pour acheminer le gaz algérien vers l'Espagne via le Maroc. L'Algérie privilégie alors d'autres voies pour exporter son gaz vers l'Europe. Ce changement montre quelque chose d'important. La rivalité n'est plus seulement diplomatique. Elle touche désormais directement les infrastructures et les intérêts économiques. Et c'est peut-être ici que la rivalité devient la plus visible. Les avions, les frontières, les visas, les échanges, même le sport. Des événements qui semblent normalement éloignés de la politique peuvent soudain devenir des symboles du conflit. En 2024, par exemple,
Une rencontre de football entre un club algérien et un club marocain devient controversée autour d'un maillot représentant une carte du Maroc incluant le Sahara occidental. Le match devient alors lui-même un nouvel épisode de la rivalité politique. Cela montre à quel point le dossier du Sahara a pénétré tous les domaines des relations entre les deux pays. Pourquoi cette rivalité est-elle si difficile à arrêter ? Parce qu'aujourd'hui, chaque camp possède ses propres lignes rouges. Pour le Maroc, le Sahara occidental est devenu une question centrale d'intégrité territoriale. Pour l'Algérie, la question de l'autodétermination sahraoui reste fondamentale. Et derrière ces positions se trouve une autre compétition. Qui sera la puissance dominante du Maghreb ? Tant que cette question restera liée au Sahara, à la sécurité et aux alliances internationales, il sera extrêmement difficile de parvenir à une véritable réconciliation. Mais l'histoire n'est pas terminée. Car après 2021, un autre phénomène va apparaître. Le Maroc commence à obtenir des soutiens diplomatiques de plus en plus importants pour sa proposition d'autonomie. Plusieurs pays européens commencent également à modifier leur position, et cela va encore davantage inquiéter Alger. Le conflit se déplace donc progressivement. Il ne se joue plus seulement sur le terrain, il se joue dans les capitales étrangères, à Washington, à Paris, à Madrid, à Bruxelles, à Rabat, à Alger. Chaque soutien international devient important. Chaque déclaration diplomatique peut être interprétée comme une victoire ou une défaite, et chaque nouvelle alliance peut modifier l'équilibre régional. La question devient alors, le Maroc est-il en train de gagner la bataille diplomatique autour du Sahara ? Ou bien le conflit reste-t-il suffisamment complexe pour qu'aucune solution ne puisse encore être imposée ? La réponse est loin d'être simple. Mais une chose est certaine, la rivalité entre Rabat et Alger est désormais devenue beaucoup plus internationale qu'elle ne l'était en 1963. Une frontière peut séparer deux pays. Mais peut-elle vraiment séparer deux peuples qui partagent autant d'histoire ? C'est peut-être la question la plus importante lorsqu'on parle des relations entre le Maroc et l'Algérie. Car après des décennies de tensions, une chose reste paradoxale. Le Maroc et l'Algérie sont politiquement éloignés. Mais culturellement, géographiquement et historiquement, ils restent extrêmement proches. Lorsqu'on parle du conflit entre le Maroc et l'Algérie, il est facile de penser uniquement aux dirigeants, aux discours officiels, aux déclarations diplomatiques, aux crises politiques. Mais la réalité est beaucoup plus profonde. La rivalité s'est construite sur plusieurs générations. Elle a commencé avec les désaccords territoriaux des années 1960. Elle s'est renforcée avec la guerre des sables. Puis, le Sahara occidental a transformé cette méfiance en véritable compétition régionale, et chaque nouvelle crise a ajouté une nouvelle couche. C'est pourquoi même lorsque les dirigeants changent, les relations ne reviennent pas automatiquement à la normale. Les États ont développé leur propre perception de la sécurité, leurs propres alliances, leurs propres intérêts, et surtout leurs propres lignes rouges. Pour comprendre la profondeur de cette rivalité, il faut aussi comprendre le rôle de la mémoire historique. Au Maroc, la question du Sahara occidental est intimement liée à l'idée d'intégrité territoriale. En Algérie, la mémoire de la guerre d'indépendance contre la France occupe une place fondamentale dans l'identité nationale. Cette histoire influence également la manière dont Alger regarde les questions de souveraineté, de décolonisation et d'autodétermination. Les deux pays ont donc développé des récits nationaux différents. Et lorsqu'un dossier territorial touche directement à ces récits, il devient beaucoup plus difficile de faire des compromis. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Sahara occidental reste aussi difficile à résoudre. Ce n'est pas simplement une ligne sur une carte, c'est une question liée à l'identité, à la souveraineté et à la mémoire. Mais il existe une différence fondamentale entre les relations entre États et les relations entre populations. Les Marocains et les Algériens ne sont pas deux peuples complètement étrangers l'un à l'autre. Bien au contraire, ils partagent de nombreuses traditions, des influences amazighes et arabes, des cuisines parfois très proches, des expressions linguistiques similaires, des traditions musicales communes à l'ensemble du Maghreb, et surtout une histoire régionale qui existait bien avant les frontières modernes. Des familles ont également des liens des deux côtés. Des personnes ont des origines marocaines et algériennes. Des générations ont grandi avec des références culturelles communes. La fermeture de la frontière n'a donc pas supprimé ces liens. Elle les a simplement rendus plus difficiles qu'un mission à maintenir. Depuis 1994, la frontière terrestre entre les deux pays reste fermée.
Et cette fermeture représente quelque chose de beaucoup plus grand qu'un simple problème administratif. Elle est devenue le symbole de la relation entre les deux États. D'un côté, deux pays qui pourraient théoriquement développer énormément d'échanges. De l'autre, une frontière qui empêche une grande partie de ces échanges terrestres. Pour les habitants des régions frontalières, cette situation peut être particulièrement frappante, car à quelques kilomètres seulement, il existe un autre pays avec lequel ils partagent parfois une histoire et des traditions très proches. Mais la ligne politique reste fermée. Et tant que les gouvernements ne rétablissent pas une véritable confiance, cette frontière risque de rester l'un des symboles les plus puissants de la rivalité. Cette situation possède également une dimension économique. Le Maghreb est l'une des régions les plus stratégiques d'Afrique. Elle se trouve à quelques dizaines de kilomètres de l'Europe. Elle possède des ressources énergétiques importantes. Elle dispose d'une population nombreuse. Elle possède des ports majeurs. Et elle se trouve au croisement de plusieurs routes commerciales entre l'Europe et l'Afrique. Une coopération plus importante entre les pays du Maghreb pourrait donc théoriquement créer de nouvelles opportunités. Mais l'intégration régionale reste limitée. Et la rivalité entre le Maroc et l'Algérie joue un rôle important dans cette situation. L'ONU elle-même a souligné récemment qu'une amélioration des relations entre Alger et Rabat serait bénéfique pour la coopération et la stabilité de toute la région. Mais même si les deux pays souhaitaient améliorer leurs relations demain, un problème resterait immédiatement sur la table. Le Sahara occidental. C'est le dossier que les deux pays ne peuvent pas simplement ignorer. Le Maroc défend son plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Le Front Polisario défend l'autodétermination du peuple sahraoui. L'Algérie soutient le Polisario tout en affirmant qu'elle n'est pas elle-même partie au conflit. Et les Nations Unies continuent de chercher une solution politique. En 2025, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2797, qui a prolongé le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2026. Mais cette résolution n'a pas simplement fait disparaître les désaccords. Le processus politique reste complexe. L'ONU continue de rechercher une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, tout en maintenant la référence au principe d'autodétermination. Ces dernières années, le Maroc a intensifié ses efforts diplomatiques autour du Sahara occidental. Rabat cherche à obtenir davantage de soutien international pour son plan d'autonomie. Plusieurs États ont renforcé leurs relations avec le Maroc et certains ont exprimé leur soutien à cette proposition. La France a notamment fait évoluer sa position sur le dossier. Les États-Unis avaient déjà reconnu la souveraineté marocaine sur le territoire en 2020. Cette dynamique diplomatique est importante pour Rabat, mais elle ne signifie pas que le conflit est définitivement réglé. Le processus des Nations Unies continue, et plusieurs acteurs internationaux maintiennent leur propre position. Le dossier reste donc ouvert. Du côté algérien, cette évolution diplomatique est évidemment suivie avec attention. Alger continue de soutenir la position du Front Polisario. Pour les autorités algériennes, la question de l'autodétermination demeure centrale. L'Algérie considère également que le Maroc cherche à renforcer son influence régionale. Cette perception alimente la méfiance. Et plus le Maroc obtient de soutiens internationaux sur le Sahara, plus Alger peut considérer que l'équilibre régional évolue en faveur de Rabat. La compétition diplomatique devient donc encore plus importante. Mais cette compétition ne se déroule pas seulement dans les capitales. Elle se déroule également dans les organisations internationales, en Afrique, en Europe et aux Nations Unies. Le monde autour du Maghreb a également changé. L'Europe cherche à sécuriser ses approvisionnements énergétiques. L'Afrique devient de plus en plus importante dans l'économie mondiale. Le Sahel connaît de graves crises politiques et sécuritaires. La Méditerranée devient un espace stratégique majeur. Et dans ce nouvel environnement, le Maroc et l'Algérie veulent tous les deux conserver une place centrale. L'Algérie dispose d'un avantage considérable, son énergie. Le pays possède d'importantes réserves de gaz et de pétrole et joue un rôle important dans l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Le Maroc possède de son côté une économie diversifiée, des infrastructures portuaires importantes et une position stratégique entre l'Europe, l'Atlantique et l'Afrique. Les deux pays possèdent donc des cartes différentes, et chacun cherche à les utiliser au maximum. Le Maroc a considérablement renforcé ses relations économiques avec l'Europe.
il a également développé une politique africaine ambitieuse. Des entreprises marocaines se sont implantées dans plusieurs pays africains, des banques, des opérateurs télécoms, des groupes industriels. Cette stratégie donne au Maroc une influence économique croissante dans plusieurs régions du continent, et elle renforce également sa position diplomatique. Pour Rabat, l'Afrique est donc devenue un élément central de sa stratégie internationale. Mais cette montée en puissance est également observée par Alger, car plus l'influence marocaine augmente, plus la compétition entre les deux puissances maghrébines devient importante. L'Algérie possède une autre carte majeure: l'énergie. Le gaz algérien joue un rôle important dans les relations entre Alger et l'Europe. Dans le contexte des tensions énergétiques européennes, cette position devient encore plus stratégique. L'Algérie peut donc utiliser son importance énergétique comme un élément de son influence internationale. Cela ne signifie pas que l'énergie est utilisée uniquement contre le Maroc, mais elle fait partie d'un environnement géopolitique dans lequel chaque pays cherche à maximiser son importance. Et une chose devient évidente: le Maroc et l'Algérie ne sont pas seulement deux voisins qui se disputent, ce sont deux puissances régionales qui cherchent chacune à construire leur propre réseau d'influence. Alors arrive la question centrale: est-il possible de voir un jour le Maroc et l'Algérie renouer? La réponse est oui, en théorie, mais ce serait extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'il faudrait résoudre plusieurs problèmes en même temps. La question du Sahara, la sécurité, la confiance diplomatique, la frontière, les alliances internationales et la compétition régionale. Un seul accord ne suffirait probablement pas. Il faudrait un processus beaucoup plus long, une série de gestes, des discussions, des mécanismes de confiance et surtout la volonté politique des deux gouvernements. Une réconciliation ne commencerait probablement pas par un grand traité historique. Elle pourrait commencer beaucoup plus simplement, par des contacts diplomatiques, puis par des discussions sur les questions humanitaires, ensuite peut-être par des mesures concernant les familles séparées, puis par une coopération limitée sur certaines questions régionales. La sécurité pourrait également être un domaine de dialogue, car les deux pays ont intérêt à éviter une déstabilisation du Maghreb. Et si cette confiance revenait progressivement, la question de la frontière pourrait éventuellement être abordée. Mais chaque étape nécessiterait un compromis. Et les compromis sont précisément ce qui manque depuis longtemps. C'est ici que l'histoire devient presque paradoxale. Le Maroc et l'Algérie ont de nombreuses raisons de coopérer. Ils ont également de nombreuses raisons de rester méfiants. Ils sont voisins, mais rivaux. Ils partagent une culture régionale, mais défendant des visions politiques différentes. Ils ont besoin d'une certaine stabilité régionale. Mais se livrent une compétition diplomatique. Ils pourraient bénéficier d'une plus grande intégration économique, mais leurs frontières terrestres restent fermées. C'est probablement l'une des plus grandes contradictions du Maghreb moderne. Mais quelque chose pourrait changer avec le temps. Les générations futures n'auront pas nécessairement la même relation émotionnelle avec les crises du passé. Pour un jeune Marocain ou un jeune Algérien, la guerre des sables de 1963 appartient à l'histoire. La fermeture de 1994 est devenue une réalité qu'il n'a peut-être jamais connue autrement. Et la rupture diplomatique de 2021 est un événement politique, pas nécessairement une expérience personnelle. Cette nouvelle génération pourrait donc avoir une autre vision des relations entre les deux pays. Une vision davantage tournée vers l'économie, les études, les voyages, la technologie et les opportunités. Mais pour que cette génération puisse réellement rapprocher les deux peuples, il faudrait que les gouvernements créent un environnement permettant ce rapprochement. Au fond, la véritable question n'est peut-être pas qui a raison, car chacun des deux pays possède son propre récit historique et politique. La question la plus importante est peut-être comment construire un compromis acceptable malgré ces désaccords. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est également la seule manière de sortir d'une rivalité qui dure depuis plusieurs générations. Car continuer indéfiniment dans la confrontation signifie que chaque génération héritera du même problème. Et chaque crise ajoutera une nouvelle couche de méfiance. Il est impossible de prédire quand la frontière maroco-algérienne rouvrira. Aujourd'hui, aucune solution simple ne permet de résoudre simultanément tous les désaccords. Mais l'histoire montre aussi que les relations internationales peuvent changer rapidement. Des pays autrefois ennemis peuvent devenir partenaires.
des frontières de fermer peuvent de rouvrir. Des conflits qui semblaient impossibles à résoudre peuvent finalement trouver une issue. Mais cela nécessite presque toujours la même chose, une décision politique, et surtout la volonté de considérer le compromis non comme une défaite, mais comme une possibilité de gagner quelque chose de plus important. Une meilleure relation entre le Maroc et l'Algérie ne profiterait pas uniquement aux deux pays. Elle pourrait avoir des conséquences de côté de temps sur toute l'Afrique du Nord. Plus de commerce, plus de circulation, plus d'investissement, plus de coopération énergétique, une meilleure coordination sécuritaire, et peut-être même une véritable intégration économique du Maghreb, une région qui possède des ressources considérables, mais qui reste encore largement fragmentée. C'est peut-être l'un des plus grands paradoxes de l'histoire moderne du Maghreb. Les pays sont proches géographiquement, mais éloignés politiquement. Après avoir parcouru toute cette histoire, la réponse devient plus claire. Le Maroc et l'Algérie ne sont pas devenus rivaux à cause d'un seul événement. La rivalité s'est construite progressivement, d'abord avec les questions frontalières, puis avec la guerre des sables de 1963, ensuite avec le conflit du Sahara occidental, puis avec la compétition pour l'influence régionale. La fermeture de la frontière en 1994 a renforcé la séparation. Les rivalités diplomatiques des années 2000 ont maintenu la méfiance. Le rapprochement entre le Maroc et Israël en 2020 a ajouté une nouvelle dimension sécuritaire. Et en 2021, l'Algérie a officiellement rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. Depuis, la rivalité reste profonde, mais elle n'est pas une fatalité historique. Et finalement, derrière toutes les cartes, toutes les frontières et toutes les déclarations diplomatiques, il reste les populations. Des Marocains, des Algériens, des familles, des étudiants, des commerçants, des artistes, des entrepreneurs. Des personnes qui, malgré les tensions politiques, continuent parfois à se reconnaître dans une culture maghrébine commune. C'est peut-être là que réside le paradoxe le plus profond de cette histoire. Les États se sont éloignés, mais les liens historiques entre les peuples n'ont pas disparu. Depuis plus de 60 ans, le Maroc et l'Algérie vivent avec une rivalité qui semblait parfois impossible à résoudre. Une guerre, un conflit territorial, une frontière fermée, des alliances différentes, des crises diplomatiques et une rupture officielle des relations. Mais aucune de ces étapes n'a changé une réalité fondamentale. Les deux pays resteront voisins. La géographie ne peut pas être modifiée par un gouvernement. L'histoire ne peut pas être effacée. Et les liens entre les populations ne disparaissent pas simplement parce qu'une frontière est fermée. Aujourd'hui encore, l'ONU considère que les relations entre l'Algérie et le Maroc jouent un rôle important dans la stabilité et la coopération du Maghreb et encourage les deux pays à renouer le dialogue. La question du Sahara occidental reste cependant le principal obstacle. Et tant qu'aucun compromis politique durable n'est trouvé, la rivalité continuera probablement à influencer toute la région. Mais cette histoire n'est jamais complètement écrite à l'avance. Un jour peut-être, les intérêts économiques deviendront plus forts que la méfiance. Peut-être que de nouvelles générations de dirigeants choisiront le dialogue. Peut-être que la frontière finira par rouvrir. Et peut-être qu'un jour, la question ne sera plus. Pourquoi le Maroc et l'Algérie ne sont-ils plus amis, mais plutôt, comment ont-ils réussi à redevenir voisins et partenaires ? Car au fond, le paradoxe de cette histoire tient en une seule phrase. Deux États peuvent être rivaux pendant des décennies, sans que deux peuples soient condamnés à le rester.